Nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais procéder, si vous le permettez, à l'appel des conseillers. J'ai bouleversé un petit peu les habitudes de la presse. Mais non, elle a tenu des propos envers moi qui ne m'ont pas plu. J'ai renversé le bureau. Carrément. C'est faux, c'est faux. Et casser du verre, oui. Du verre blanc, porte-bonheur. Désolé, hein, madame, d'avoir... Alors, je commence. Monique Baudry. Myriam Beaujeau est absente et elle a donné un pouvoir à madame Plaire. Charles Berdol. Delphine Bézia est absente et elle a donné un pouvoir à monsieur Drouin. Michel Biret est absent et a donné son pouvoir à monsieur Ogbon. Monsieur Boisjol est absent et a donné son pouvoir à madame Gaillard. Martine Bonnet, Stéphane Bouillot sera en retard. Il a donné, durant cette période, à M. Pétorin un pouvoir. Marie-Christine Boutin, Gilbert Brianceau, Dominique Chartier, Adrien Dombal, bon, pour l'instant il est absent, Thierry Drouin, Gino Fillonneau, Hugues Fourage. Ah oui, on m'a marqué. À monsieur Ginck, c'est ça, d'accord. Leslie Gaillard. Bernard Garon. Hubert Ginck, oui. Merci. Ludovic Ogbon. Oui, présent. Jean-Michel Lallaire, présent. Ghislaine Légeron. Présent. Jean-Paul Macor. Ariel Memetot. Pierre-André Mettet est absent et a donné un pouvoir à madame Roussillon. C'est ça? Philippe Mignet. Annette Moreton est absente. Elle m'a donné son pouvoir. Michel Naudet est présent. Jean-Pierre Pétorin. Claudine Plaire. Christelle Roussillon. Christelle Trudeau. Sébastien Verdon. Il va arriver, mais pour l'instant, il est absent. Isabelle Villemot. Voilà. Merci. Donc, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Alors, il vous est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau du conseil municipal, Stéphane Bouillot. Pour l'instant, il est absent. Donc, madame Bézia, absente. Non, absent, c'est Mme Trudeau. Madame Trudeau. Voilà. C'est dans l'ordre du tableau. Bon, nous allons procéder à l'approbation des procès-verbaux des séances des 20 mars et 24 avril. Donc, vous les avez bien reçus. Donc, y a-t-il des observations, des demandes? Je vous écoute, monsieur Ginck. Monsieur le maire, pour le procès-verbal de la séance du 24 avril, c'est à la page 6, cadre de mon intervention, le deuxième paragraphe de la page 6, c'est au milieu du deuxième paragraphe. Et il est écrit en disant à la commission de sélection de l'entreprise qui serait venue. Mon opposition quant aux modalités, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est à l'entreprise qui s'est réunie. En disant à la commission qui s'est réunie. Qui s'est réunie et non qui serait venue. Là, je voudrais qu'il soit écrit qui s'est réunie. C'est la commission, elle n'est pas venue, elle s'est réunie, la commission. Donc il y a ça, d'une part, et puis d'autre part aussi, je peux le corriger, d'autre part, c'est à la page 11. Il s'agit de vous, monsieur le maire. On vous fait dire, je lis la phrase qu'on vous fait dire, vous auriez mis ainsi en œuvre la procédure sur le lanceur d'alerte sur la question de l'éthique et le référent éthique au sein de la mairie, et ça doit être fait depuis le 1er janvier de cette année, et ce n'est pas fait, ainsi de suite. Je ne pense pas que vous ayez dit ça, ce n'est pas vous, je crois qu'il y a une erreur. On vous l'attribue, c'est M. Fourage qui a dit ça. S'il vous plaît, oui. C'est une erreur. Voilà, c'était ces deux choses.
n'y a pas d'autre observation sur l'un ou l'autre des procès-verbaux? Non? Bon. Donc, je vais vous demander de l'approuver. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Non. Pour, personne n'a Pour. levé la main. Personne n'a levé Alors, la main. qui pour est contre, alors? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Donc, je vais demander à Monsieur Ludovic Aubon de faire lecture donc, des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Décision prise par le maire par délégation conseil. Donc 27 dossiers ont été déposés donc, entre le 9 avril 2018 et le 24 mai 2018. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Ensuite, vous avez les différentes décisions. Et puis, concernant les marchés, donc un marché important concernant la réfection de la toiture de la salle Jean Jaurès pour 81 433 € TTC 19. Et concernant les services, donc un marché avec Caliconsul concernant la vérification des installations gaz de ville pour 13 896 €. L'entretien des halles, donc là il s'agit de l'entretien annuel avec la société Onega pour 17 590,75 €. Et la vérification des installations électriques pour la biennale pour 216 € avec Caliconsult également. Voilà. Il est proposé donc au Conseil de prendre acte des décisions prises par le maire. Y a-t-il des remarques? Votre micro est toujours branché. Monsieur. Ah, pardon. Donc, je n'ai pas besoin de l'allumer. Oui, juste une petite remarque. Donc, il y a une DM qui a été prise par le maire. Donc, c'est un virement de crédit. On a vérifié dans le dossier du Conseil. C'est un virement de crédit des dépenses imprévues pour l'affectation pour le Tour de France. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, pas maintenant, bien sûr, il faut attendre que les événements soient passés, pour le mois de septembre, un récapitulatif des éléments pour... Voilà. C'est une somme qui était inscrite au budget en dépenses imprévues et que l'on utilise pour les animations du Tour de France. D'accord. Oui, donc c'était effectivement le dossier du Conseil, mais c'était l'occasion de demander pour septembre, par exemple, prochain Conseil en septembre. Bien sûr, bien sûr. Merci. Oui. Bon, donc on n'a pas... vous avez pris acte, c'est fait. On va... Monsieur Pétorin, marché d'exploitation des installations thermiques. Oui, merci Monsieur le maire. La ville de Fontenay-le-Comte a conclu le 30 juin 2010 avec la société Cofeli un marché pour l'exploitation des installations thermiques pour ces bâtiments municipaux d'une durée de 5 ans, renouvelable 3 fois 1 an, donc 5 plus 3, 8 ans. Ce marché arrivant à échéance le 30 juin 2018, la ville de Fontenay-le-Comte a pour son futur marché retenu les objectifs suivants. Optimiser l'achat de gaz, inciter fortement aux économies d'énergie. Il a donc été retenu l'option d'un marché de type marché à température, P1 plus P2 plus P3. Donc, à préciser que dans ce type de marché, les prestations sont identifiées de la manière suivante. P1, donc, concerne l'achat et la gestion des énergies primaires. P2, la conduite des installations et maintenance. Et P3, le gros entretien et le renouvellement des équipements. La procédure s'est déroulée comme suit. Publication aux différents bulletins et journaux BO, AMP et JOUE les 14 mars 2018. Date de publication sur le serveur marché sécurisé 19 mars 2018. Date limite de remise des offres le 23 avril 2018 à 12 h. 2 offres ont été remises par les sociétés Dalkia et NJ Cofeli. Après analyse des offres, et au regard des éléments techniques fournis par les deux sociétés, l'offre de la société NJ Cofeli est apparue comme étant la mieux disant, notamment au regard des coûts d'achat de l'énergie ainsi que la conduite et la surveillance des installations, plateforme web de suivi des températures, autosurveillance, mise en place de sondes dans les bâtiments. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à la société NJ Cofeli le marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux de type MTI pour une durée de 10 ans et pour un montant annuel de 228 785,46 €, révisable selon les conditions fixées par le CCAP annexé. D'autoriser donc Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs au marché ou à ce marché. Voilà. Y a-t-il des remarques ou demandes de précision sur ce marché? Oui.
Bon, le marché ne nous pose pas de problème. Simplement, je voulais revenir quand même sur la budgétisation au niveau du chauffage. Madame Chartier avait souligné au BP 2017 qui était inscrit 150 000 € et une réalisation de 226 000 €. Alors j'en ai profité pour aller voir le budget de l'année précédente. Il y avait encore de budgéter 150 000 € et de réaliser 249 000 €. Alors, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ces 2 années, 2016-2017, au niveau du budget. Mon interrogation là, sur 2018, donc là, est inscrit au budget 250 000 €. A priori, les 228 000 € sont hors taxe. C'est une prestation de service, donc je pense que la TVA doit être à 20%. Donc si on rajoute 20% à 228 000 €, on dépasse les 250 000 € budgétés sur la ligne budgétaire. Alors, est-ce que c'est une somme TTC ou hors taxe? Parce qu'a priori, dans la délibération, c'est mis hors taxe. Ouais. Et auquel cas, la somme budgétée sera insuffisante. C'est hors taxe. Donc, oui. Elle est hors taxe. Donc, au budget, il faut mettre la somme TTC, puisque la TVA, on ne la récupère pas. Et donc, la somme inscrite au budget est de 250 000 €. Donc, si on ajoute la TVA sur les 228 000 €, on dépasse les 250 000 €. Donc, voilà, c'était mon interrogation. Oui, non, c'est justifié, oui. Corrigé, merci. Rapport suivant. On l'a pas voté, celui-là, si? Non. Bon, alors, nous allons passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant. J'en fais la lecture. Il s'agit du classement et déclassement du domaine public. Alors, l'association du Souvenir Vendéen a fait connaître sa volonté d'acquérir une parcelle située à l'angle de la rue Louis-Marie de Lescure et de la rue du Maréchal Leclerc, au bord de la parcelle AK numéro 0082, afin d'installer un calvaire. Cette bande de terrain d'une surface de 5 mètres par 5 mètres, c'est-à-dire 25 mètres carrés, est située sur le domaine public communal et n'est pas indispensable à la préservation du domaine de la ville de Fontenay-le-Comte. Dans le cadre de la demande de cession, l'association se portera acquéreur à titre onéreux de la parcelle et prendra en charge des frais d'actes relatifs à la cession et ainsi titrée. Elle assurera l'entretien du monument et de la parcelle. Alors, quand on parle de l'entretien, c'est également la construction, réalisation du monument, son entretien et ainsi que celui de la parcelle. Afin d'entamer les démarches de cession de cette parcelle, il convient donc de procéder à son déclassement du domaine public et son classement dans le domaine privé. Il est donc proposé au Conseil municipal de décider du principe de cession, que je viens d'énumérer, d'approuver le lancement de la procédure de déclassement du domaine public de la bande de terrain située au bord de la parcelle, à l'angle de la rue Louis-Marie de Lescure et de l'avenue du Maréchal Leclerc, et de m'autoriser à désigner un commissaire enquêteur qui sera chargé de l'enquête publique et de m'autoriser, ou le représentant, à diligenter l'enquête publique et à prendre toutes les dispositions et signer tous les documents afférents à la procédure de déclassement du domaine public. Voilà. Y a-t-il des observations? Madame Chartier. L'association Le Souvenir Vendéen, basée à Cholet, sous couvert d'une démarche mémorielle et émotionnelle, véhicule en réalité sa propre lecture historique de la période révolutionnaire. Libre à elle de commémorer ce qu'elle veut au nom de son interprétation de l'histoire. Mais les élus municipaux, au nom de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, au nom de la neutralité des élus de la République, ne peuvent en aucun cas cautionner un projet ouvertement partisan, idéologiquement et culturellement. Alors, mon intervention pourra paraître iconoclaste, mais ce n'est pas l'objectif. Je commencerai par évoquer 3 situations. Faire construire par la commune un lieu de mémoire relatif à un événement, pourquoi pas du moment où il fait la quasi-unanimité chez les citoyens, nous en avons d'ailleurs un certain nombre sur la ville. Vendre un terrain à une association pour un projet d'utilité publique, pourquoi pas.
Vendre un terrain à une association cultuelle pour construire un édifice religieux, un temple, une mosquée, une église, un calvaire, par exemple, pourquoi pas? Dans cette délibération, il ne s'agit d'aucun des 3 cas évoqués. Le problème est ici tout autre. Rappelons qu'un calvaire est un édifice religieux. Il est par exemple associé à l'exercice du culte lors d'une procession. Il peut être qualifié de monument catholique. De nombreux calvaires font partie du patrimoine religieux et sont protégés au titre des monuments historiques. On en trouve notamment de Fort-Beau en Bretagne. Bref, il nous est ici proposé de vendre un terrain à une association non cultuelle pour élaborer un édifice religieux. Certes, la loi ne l'interdit pas, mais cette délibération nous paraît quelque peu prosélyte et donc en contradiction avec la nécessaire attitude laïque que doit adopter toute collectivité publique. Il n'appartient pas aux collectivités de s'immiscer dans la sphère religieuse, même de manière indirecte. Je terminerai en rappelant qu'il se trouve pas loin du lieu évoqué, rue de la Tranchée des Baïonnettes, un calvaire entretenu et fleuri chaque année par des bénévoles, et ce lieu peut sans problème servir de lieu de recueillement, permettant à tout un chacun de se souvenir et de se recueillir en fonction de cette conviction. Nous voterons contre cette délibération. Alors effectivement, on peut être d'accord ou en désaccord avec ce projet, ça c'est clair. Je m'attendais d'ailleurs à ce que vous soyez en contradiction. Mais je veux dire qu'on peut effectivement souhaiter commémorer, disons, ce souvenir. Parce que c'était effectivement une période de notre histoire qui n'a pas été mise en exergue à fonder le compte. Bon. On ne peut pas dire que ce soit un calvaire religieux, comme vous le sous-entendez, c'est plutôt un calvaire de mémoire, dans mon esprit. Comment ? Oui, c'est le terme, mais bon, c'est un édifice, disons. On peut peut-être changer effectivement le terme. Oui, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, notre délibération... Clair, monsieur le maire. Oui. Il demande d'ériger un calvaire. La lettre est claire. Oui. Et un calvaire, c'est un édifice religieux. Monsieur le maire, ça pouvait être aussi une stèle, ça peut plein de... Voilà. Mais un calvaire, c'est bien religieux. Oui, mais bon. Non, mais les calvaires, on en a énormément partout. Hein. Je veux dire, on ne va pas tous les raser. Bon, Non, mais Si on en construit de nouveau, c'est ça le problème. on peut changer le terme. Oui, voilà le terme, mais bon, un calvaire, c'est sûr que c'est un caractère religieux. Mais là, il s'agit d'un monument aux morts, pour des morts, des gens, des Français qui sont morts, et dont on perpétue la mémoire. Il faut se souvenir de ça, quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas pour dire la faute de ceci ou de cela, mais il y a eu énormément de victimes. Qui a tort, qui a raison, on peut pas ça pour effectivement jugement, c'est très difficile. Mais c'est pas un calvaire religieux, c'est simplement une mémoire de gens qui sont morts et il y a pas longtemps quand même. Enfin, c'est un monument aux morts. C'est un monument mort. Voilà. On peut éventuellement changer la dénomination si vous le souhaitez, vraiment. Juste une chose, monsieur le maire, par rapport à ce que dit monsieur Berdol. C'est un monument aux morts, mais c'est un monument aux morts de Français. C'était une guerre civile. C'est une guerre fratricide. Et le souvenir vendéen célèbre les morts vendéens uniquement, que je sache. Et prend parti. Or, encore une fois, il y a eu des morts des deux côtés, des républicains comme de l'armée dite vendéenne. C'était simplement pour répondre à M. Berdol. Et c'est pour ça aussi que ce qui ne ramène pas une concorde entre tout le monde et qui sépare, comme s'il y avait des gens qui devaient être honorés, commémorés, si on peut dire les choses comme ça, et d'autres qui devraient rester dans l'oubli. De dénomination.
Alors, donc, on va passer au vote. Une dernière chose, Oui. on a vu dans le dossier du Conseil que l'emplacement avait été changé. Il y avait un ancien et il y a un nouvel emplacement. On peut savoir le pourquoi de la chose? Je suis vraiment dans la capacité de Parce vous que la répondre. proposition est d'un côté de la rue et la proposition est de l'autre côté de la rue. Je n'ai jamais eu connaissance que d'un emplacement. Ouais. Oui, mais dans le dossier du Conseil, il y a deux emplacements, l'ancien et l'actuel. On a regardé le dossier du Conseil. On passe. Donc, qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant, Monsieur Hogbon. La ville est propriétaire du terrain situé 7 rue du Canal, cadastré section AR numéro 13, d'une superficie de 844 m². Au regard de l'organisation actuelle du service public communal, la ville n'a pas l'usage de ce terrain. La ville a reçu donc des propositions d'achat pour ce terrain dans les années antérieures qui n'ont malheureusement pas abouti. Monsieur Bouzic a fait une offre au prix de 21 500 € net vendeur pour l'acquisition du terrain 6-7 rue du Canal. Donc, le service du domaine consulté le 21 juillet 2017 a émis un avis favorable. Le 16 août 2017, vous en avez copie, à hauteur de 22 800 € pour l'avis du domaine. Donc, il est proposé au Conseil d'abroger la délibération du 24 juin 2014, qui alors acceptait la cession de la parcelle cadastrée section AR numéro 13 au profit de monsieur et madame Lebrun. Et à l'époque, le prix était de 19 500 €. Donc, d'approuver également la cession du terrain cadastré AR 13-6-7 rue du Canal, d'une superficie de 844 m², au profit, donc là, pour le coup, de monsieur Sylvain Bouzic, au prix de 21 500 € net vendeur, d'autoriser monsieur le maire à signer les compromis de vente et l'acte notarié à venir, étant précisé que les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur. Monsieur le maire. Y a-t-il des observations ou des remarques? Monsieur Gingles. Oui. Entre le prix des domaines et le prix de vente proposé, il y a une différence, une diminution de 1 300 €. C'est dû à quoi? Ah bah c'est dû à quoi? C'est les services qui ont étudié, qui ont négocié ce bien. Je rappelle qu'il y a eu déjà 2 offres qui ont été faites par le passé, qui n'ont pas eu lieu. Alors pour la première, de mémoire, je pense que le couple qui avait fait une offre a divorcé, c'est ce que j'avais dit en commission. Et la deuxième fois, ça ne s'est pas fait, je ne sais plus. Ouais. Ils se sont désistés. Là, il se trouve qu'on a une offre. On a effectivement un avis des domaines qui est un petit peu supérieur. Vous savez qu'on a le droit aussi de transiger à l'avis des domaines. Ce n'est qu'un avis d'ailleurs. Voilà, donc c'est une bonne offre. Aujourd'hui, clairement, ce terrain n'est pas du tout un terrain stratégique pour des projets communaux. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut le brader, mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on a, on a une offre qui est plutôt intéressante, qui reste pas très loin de l'avis des domaines. Donc la ville a fait le choix de le vendre pour un projet. Donc je pense que c'est pour une dame. Ah oui, alors l'avis du domaine avait changé en 2013, il était inférieur. Donc voilà, vous savez, l'avis des domaines, ça bouge aussi un petit peu. Fluctue avec le marché, je suppose. Hein. Ah bah c'est plutôt encourageant, ça veut dire que le marché sur Fontenay-le-Comte reprend. Vous m'envoyez ravi. Sauf qu'on vend moins cher, mais c'est tout. Mais je demandais une explication toute simple, parce qu'il y a une diminution de 1 300 € pour la commune par rapport à l'avis du domaine qui fait quand même expert en la matière. C'est tout ce que je disais. C'est pas la peine Cette réduction du prix, en fait, elle est liée à un mauvais portail qui est complètement à refaire. Qu'il aurait fallu refaire. Voilà. Et à l'époque, l'avis du domaine, je rappelle, c'était 2013, c'était 15 000. Vous voyez qu'il y a des fluctuations, donc sur les avis de domaine, on aurait bien à dire, je pense, les uns et les autres. Mais voilà, on est soumis à cette règle-là. Voilà. Alors, j'ai une réponse également concernant le déplacement du terrain. Parce que le terrain qui avait été au départ choisi était sur un terrain agricole. Et pour éviter justement de pénaliser l'agriculteur, donc il y a eu un deuxième emplacement qui a été proposé. Et c'est celui que nous avons retenu. Ah, pour le calvaire. Le calvaire. Ah oui, non, on était sur M. Bouzic. Oui. Ah, M. Bouzic. Ça a changé parce que c'était un terrain agricole, donc d'un particulier. Ça n'appartenait pas à la ville. Voilà, c'est ça. Et puis ça a cassé la passerelle, la parcelle. Ouais, moi, je suis un peu fatigué parce que je rentre de Roumanie là et puis j'ai pas dormi beaucoup.
Juste pour dire, pour le terrain, je reviens sur l'affaire Boussic, je suis désolé pour ce monsieur, qu'il y a une grande partie du terrain qui est en zone inondable. Hein. Voilà. D'où la faiblesse aussi de la valeur du terrain. On le sait, ça. Voilà. Non, mais je le dis pour que tout le monde ait le même niveau. Tout le monde n'est pas dans la commission urbanisme non plus. Donc c'était pour que l'information soit la bonne pour tout le monde. Voilà. Tout le monde a accès au dossier du Conseil, que je sache. Alors, donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant. C'est M. Bouillot qui en fait la lecture. Demande d'autorisation formulée par la SARL Assainissement Baudin. Oui, ça concerne une demande d'installation au titre de ICPE. Le gérant de la SARL Assainissement Baudin, M. Christopher Baudin, a fait une demande en préfecture en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de transit de déchets dangereux et non dangereux sur son site d'exploitation situé 12 rue Michel Degas à Fontenay-le-Comte. Cette installation est soumise à autorisation dans le cadre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et nécessite l'organisation d'une enquête publique. Le projet de la SARL Assainissement Baudin a pour principal objectif, d'une part, de conformer l'activité de l'entreprise avec la réglementation environnementale en vigueur. Et de fait, l'infrastructure de l'entreprise va se développer pour intégrer un certain nombre de dispositifs de déshydratation, de séparation et de stockage des effluents liquides et solides. Cela se traduira sur site par l'agrandissement du site d'exploitation avec un strict cloisonnement de la zone relevant des ICPE, celle où se situent les locaux administratifs et autres activités de l'entreprise. Des cuves enterrées de stockage, des décrieurs, une déshydrateuse et des bennes à déchets vont être installées sur site. D'autre part, cette démarche intègre également un volet environnemental qui se traduit par une valorisation agricole des boues issues de processus de déshydratation, ainsi que par une réutilisation des eaux de vidange des fosses septiques. Donc, cette démarche permet à la SARL Assainissement Baudin d'adapter son infrastructure au développement de l'entreprise qui a connu une croissance importante au cours des dernières années. Donc, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable suite à la demande d'autorisation formulée par la SARL Assainissement Baudin au titre des installations classées pour l'environnement. Y a-t-il des remarques? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Alors, donc, je fais lecture du rapport concernant le personnel communal, participation pour la protection sociale complémentaire santé dans le cadre d'une procédure de labellisation. Selon les dispositions de l'article 22 bis de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestés par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence dans le domaine de la santé, pour avoir recueilli l'avis du comité technique de la ville de Fontenay-le-Comte. Nous souhaitons participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire selon les critères suivants. Mode de mise en œuvre choisi. La ville de Fontenay-le-Comte accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaires des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé dans le cadre du dispositif de labellisation. Quels sont les bénéficiaires? Les agents titulaires en position d'activité, les contractuels de droit public et de droit privé ayant une ancienneté d'1 an. Montant et critères de participation. La collectivité souhaite moduler sa participation en prenant compte de l'indice brut et les enfants à charge dans les mêmes conditions que le supplément familial de traitement de la façon suivante, c'est-à-dire indice brut inférieur ou égal à 450, et là on verse 13 € brut mensuels. Indice brut supérieur à 450, 6 € brut mensuels. Donc là, la précision, c'est concernant des gens ayant des salaires. Attendez, je retrouve mon document. À 1 450 € net. Donc ces gens-là peuvent prétendre à un versement de 13 € brut mensuel. Et ceux qui ont un indice supérieur à 450, c'est-à-dire
supérieurs à 1 450 € peuvent prétendre à un versement de 6 € brut mensuels. Ensuite, on se propose de verser 4 € brut mensuels par enfant à charge. Et ça, c'est dans les mêmes conditions que le supplément familial de traitement. Les modalités de versement de la participation est versée directement aux agents mensuellement via le bulletin de salaire dans la limite du montant maximum de la cotisation due. L'agent devra fournir une attestation de labellisation à la collectivité. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de participer à la complémentaire santé des agents selon les critères énoncés dans le rapport. Y a-t-il des observations, des remarques? Madame Chartier. Oui, mais évidemment, on est tout à fait pour cette décision. Le seul bémol, c'est la limitation à une année de travail pour en bénéficier. Puisque c'est un supplément de salaire, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc, il faudrait au contraire aider davantage les précaires qui rendent service à la collectivité et donc mettre en place dès le départ en fait cette aide-là. C'est une proposition intéressante, mais elle est très difficile à mettre en œuvre et on ne souhaite pas du tout le faire parce que si justement la personne travaille dans la collectivité 2 mois, on ne va pas lui faire bénéficier de ce service parce que c'est un service qui est rendu à l'année, quoi. Verser chaque mois, donc je ne vois pas le problème. En fait, c'est très simple à mettre en place. Je ne vois pas quelle est la difficulté. Alors, soit je n'ai pas l'esprit pratique. Ça fait partie des conditions que nous avons imposées, quoi. Donc c'est franchement dommage et c'est au détriment des précaires. Surtout qu'on a une DSU qui est en augmentation, donc il faudrait qu'ils en profitent. Oui, peut-être, mais c'est comme disait M. Ogbon, on a énormément de saisonniers, donc c'est un travail considérable pour la gestion de ce... Non, mais vous regardez ça comme ça, mais pour les services, vous savez, les services, il n'y a pas de plus en plus de personnel dans les services communautaires et dans les services de la ville. C'est-à-dire, tout ça, ça demande du temps, c'est du travail, c'est des agents. Donc, c'est jamais compliqué, mais vous irez le dire aux agents que c'est pas compliqué, ils vont être contents, je pense. Non, mais je vais dire en faire bénéficier les agents qui sont titulaires et qui sont là, c'est très bien. Mais je suis toujours étonné, Madame Chartier, parce que vous n'êtes pas nouvelle dans la collectivité, j'ai l'impression que vous découvrez les dossiers, et j'ai l'impression qu'avant, il ne s'est jamais rien passé. C'est ça qui est drôle, en fait. Si, moi je comprends. Enfin, je veux dire, vous faites toujours des propositions, mais vous avez été élu dans d'autres temps. Écoutez, là, je dis que c'est une bonne proposition. Je dis seulement que non, mais c'est souvent beaucoup de critiques, finalement. Mais j'ai l'impression que vous avez été là avant, non? Ah oui, il y a très longtemps, il y a 20 ans, Monsieur Ogbon. Oui, mais alors, pourquoi vous l'avez pas fait il y a 20 ans? C'est ça qui est drôle, en fait. Bon. C'est une proposition. Je vous dis qu'il faut l'étendre aux gens précaires. C'est la seule chose. Hein. Seul bémol. Je vais en profiter pour rappeler un petit peu ce qui a été mis en place par la municipalité, disons, pour le bien-être de nos agents. Donc, l'avancement au mini pour l'ensemble des agents, quand même une chose intéressante. La mise en place du RIF7, en garantissant un minima mensuel et le maxima mensuel le plus haut. La revalorisation salariale de nombreux agents chefs d'équipe méritants. Le paiement des heures supplémentaires de l'ECC à hauteur de 49 880 €. La régularisation de la NBI pour les personnes concernées avec effet rétroactif. L'augmentation du budget consacré aux formations pour le développement des compétences. Des propositions de bilan de compétences, 1 500 € par bilan aux agents en reconversion professionnelle, ex-personnel du service d'aide à domicile du CCAS, entre autres. La mise en place du don de jour, dit de solidarité pour les agents ayant des enfants malades, le nettoyage des tenues professionnelles pour les agents du CTM, des espaces verts et du service sport. Et donc aujourd'hui, la contribution de la collectivité à la complémentaire santé à hauteur de 50 000 €. Donc vous voyez qu'on fait quand même le maximum aujourd'hui pour le personnel. Je parlais seulement de ceux qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont précaires. Voilà. Non, mais on ne peut pas nous reprocher de ne rien faire pour le personnel. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Monsieur Naudet. Et donc, le rapport est adopté. Merci.
Encore une nouvelle disposition pour les agents? Non. Il s'agit du personnel communal, remboursement des visites médicales et frais médicaux des agents. Ça, c'est tout différent. Dans le cadre de leur fonction ou de leur prise de poste, les agents doivent subir une visite médicale. Dans certains cas, les agents sont amenés à engager des frais médicaux imputables à la ville et normalement pris en charge par elle. Il convient de mettre en place une procédure permettant le remboursement de ces frais aux agents. Voilà, très simple. Donc je vous demande d'approuver le remboursement des frais médicaux engagés par les agents pour le compte de la ville de Fontenay-le-Comte, pour les visites médicales notamment d'embauche et de renouvellement du permis poids lourd, réalisées par un médecin agréé sur présentation d'un justificatif, et de déléguer au maire tout pouvoir pour procéder au remboursement individuel par décision. Y a-t-il des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, vous avez raison. Il a mentionné rapport 7 et 18. Ouais, c'est parce que son épouse est médecin. D'accord. Exact. Donc, M. Fourage ne participe pas au vote, en fait. Hein, c'est ça? Très bien. Bon, donc, voilà, merci. Rapport adopté. Rapport suivant, qui est le numéro 8. C'est encore moi. Lorsqu'un fonctionnaire est privé d'emploi suite à un licenciement pour inaptitude physique, retraite pour invalidité, licenciement pour insuffisance professionnelle, non-réintégration après une demande de disponibilité. Ça, c'était involontairement. Et maintenant, si c'est volontairement, une démission légitime. Les collectivités territoriales doivent se substituer à Pôle emploi pour le versement des indemnités de chômage. Aussi, le centre de gestion de la Vendée propose aux collectivités qui le souhaitent l'instruction et le suivi mensuel des dossiers d'allocation de retour à l'emploi des agents du service public qui ont été privés d'emploi. La simulation est gratuite. Le suivi mensuel sera quant à lui facturé aux collectivités pour chaque agent suivi. Il est proposé d'adhérer à ce service facultatif, sachant que chaque mission fera l'objet d'une convention ponctuelle qui en précisera l'objet, la période et le coût. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer au service gestion du risque chômage pour le service public du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée à compter du 1er juin 2018 et de m'autoriser à solliciter ce service et à signer les conventions en fonction des besoins de la collectivité, d'inscrire les crédits nécessaires au règlement des sommes dues au centre de gestion au titre de la présente prestation et, en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer ce règlement en application des dites conventions. Y a-t-il des observations, des remarques, Monsieur Macor? Oui, ce qui nous gêne dans cette convention, c'est qu'elle prévoit un forfait, quel que soit le nombre. Or, le nombre sera très certainement restreint. On avait parlé d'une dizaine pour le département. Donc, c'est un coût qui est quand même assez important et pourquoi pas l'envisager en interne. Donc, on s'abstiendra sur la délibération. On peut tout envisager effectivement en interne, hein, mais le problème, c'est qu'il faut définir en interne les sommes à verser donc à la personne concernée. Et donc, on préfère passer par un service intermédiaire et indépendant. Le problème, c'est que la convention, quel que soit le nombre de personnes, on a un forfait, même si vous avez 0, et c'est un peu gênant. Observation? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Alors, toujours personnel communal, composition du comité technique. Alors, les élections professionnelles du 6 décembre 2018 visent à renouveler les représentants du personnel des instances consultatives de la fonction publique et du comité technique.
Cette instance est composée d'un collège de représentants de la collectivité et d'un collège de représentants du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales. Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 visent à renouveler le collège des représentants du personnel. Dans ce cadre, l'organe délibérant de la collectivité détermine, au moins 6 mois avant la date du scrutin, le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales présents dans la collectivité. Le nombre de représentants est fixé selon l'effectif des agents relevant du comité technique. Lorsque l'effectif est égal au moins à 50 et inférieur à 350, 3 à 5 représentants. Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1000, 4 à 6 représentants. L'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 244 agents. Par conséquent, il convient pour le conseil municipal de délibérer sur 3 points. Premièrement, le nombre de représentants titulaires du personnel. Deuxièmement, le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l'établissement. Troisièmement, le recueil ou non du vote des représentants de la collectivité. Il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de fixer le nombre de représentants de la collectivité à 4, maintenant ainsi le paritarisme numérique, de décider le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité, de dire que cette délibération sera immédiatement communiquée aux organisations syndicales qui ont été préalablement consultées. Y a-t-il des observations ? Oui, monsieur le maire. 4 élus, ça veut dire 3 majorités et 1 opposition ? Je m'attendais à cette question. Alors, Actuellement, nous sommes 5 élus de la majorité. oui. Donc, il y a une personne qui va se retirer. Mais 5 élus de la majorité, si on regarde le règlement intérieur, dans une composition d'une commission quelconque, 5 élus, ce n'est pas forcément de la majorité. Normalement, il y a au moins une opposition d'après notre règlement intérieur. Mais le Conseil est souverain de toute façon. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Je vais réfléchir, effectivement. Mais je pense que précédemment, ce n'était pas le cas. Donc on aime bien les traditions, nous, ici. C'était 5 élus de la majorité précédemment ? Oui. Eh bien oui, comme quoi. Et le nouveau monde, c'est quoi ? C'est celui qui reste à bâtir. D'accord. Donc on attend votre réponse. Oui, oui. Donc, alors, nous allons voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On a voté, hein ? Oui. On vote tellement vite ici maintenant que... Décidément, on me fait tout lire, moi. Hein. Personnel communal, composition du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Les élections professionnelles du 6 décembre 2018, toujours les mêmes ? Ben non, non, mais visent à renouveler les représentants du personnel et des instances consultatives. C'est pas ça ? Dans l'autre, c'est le comité technique. Oui, mais c'est la même en fait. Et là, c'est le comité d'hygiène. C'est la même chose. C'est la même chose. Plus vite. Voilà. Donc ils demandent la même règle, j'imagine. Oui, c'est la même règle. Vous êtes demandeur pour la même règle. Voilà. Donc, Eh ben voilà. oui, voilà. Donc, au vote quand même. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Rapport adopté. Ah ben là, c'est bien. Ensuite, Monsieur Pétorin, rapport numéro 11, autorisation de programme et de crédit de paiement. Oui. APCP modification. Ah oui, merci. Merci, Monsieur le maire. Par dérogation au principe de l'annualité budgétaire, la procédure des autorisations de programme AP et crédit de paiement CP permet de planifier la mise en œuvre d'investissements en respectant les règles d'engagement et en réduisant les reports de crédit. Compte tenu de la non-réalisation d'une partie des CP, crédits de paiement, du projet transfontainaisienne AP 201-5002 en fin 2017, il y a lieu de modifier les montants du CP, crédit de paiement, pour cette AP, autorisation de programme, afin de permettre le mandatement des factures, étant entendu que ces crédits seront inscrits lors d'une prochaine décision modificative. Compte tenu de la réalisation du projet transfontainaisienne AP 201-5002, il y a lieu également de modifier à la baisse le montant de l'autorisation de programme, tel que le tableau apparaît. Non, enfin il est simple. Il est proposé donc de modifier le montant ainsi que les crédits de paiement de l'autorisation de programme ainsi. Donc en dépenses 2 039 563 €. Précédemment, il y avait 2 069 818 €. Pour les recettes à hauteur de 1 003 514 €, qui se déclinent en différentes sommes sur les années de 2015 à 2018. Donc il est proposé de modifier ainsi que les crédits de paiement de l'autorisation de programme soient réalisés. Des questions, Monsieur Gingles, oui. Oui, nous ne sommes pas contre cette baisse. Bien évidemment, ce n'est pas les chiffres que nous contestons. Toujours la même chose, nous sommes opposés tout simplement parce que ce financement devrait être fait par la communauté de communes, ce que nous avons toujours dit. Et nous sommes dans la suite logique et la cohérence de ce que nous avons dit. Pour la Fontainaisienne, mais payé par la communauté de communes. Nous en avons déjà parlé, hein, effectivement. Oui, moi, je votais pour, parce que j'ai toujours voté pour, mais je partage totalement leur avis. Je permets quand même de signaler qu'initialement, il y avait 2 069 000 donc, en dépenses et nous sommes revenus à 2 039 000 dépoussières en dépenses. Donc c'est un projet. Je voudrais bien savoir qui est le conducteur. Non, le conducteur, c'est l'ensemble des gens, des agents qui ont travaillé sur le sujet et ils ont fait énormément d'efforts et je tiens à le signaler puisque j'en ai l'occasion. Je retransmets cette satisfaction auprès du personnel. Voilà. Alors nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Ensuite, le rapport numéro 12 concerne la fiscalité, taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, taux 2019. Monsieur Bouillot. Oui, donc comme tous les ans, avant le 1er juillet, il faut voter les taux de la TLPE. Dans le cadre de l'application du nouveau régime de la taxation locale de la publicité issu de l'article 171 de la loi 2002-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il a été instauré une taxe unique dénommée taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, sur les 3 catégories de supports suivants: dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes. Pour la ville de Fontenay-le-Comte, la TLPE s'est substituée automatiquement à partir du 1er janvier 2009 à la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, TSE. Par délibération du conseil municipal du 25 juin 2009, des cas d'exonération ou de minoration des tarifs de droit commun ont été déterminés, amenant ainsi l'établissement de tarifs cibles pour les différents supports publicitaires taxables. Depuis le 1er janvier 2014, l'évolution des tarifs de la TLPE évolue en appliquant une majoration proportionnelle à l'indice des prix à la consommation. Il convient avant le 1er juillet 2018 de prendre une délibération pour fixer les tarifs de l'année 2019, conformément aux tarifs maximaux applicables en 2019, et pour les tarifs applicables aux enseignes avec une évolution de 5 € maximum par rapport à l'année précédente dans la limite des tarifs maximaux. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs ci-dessous dans le tableau qui est à l'écran. C'est bien en euros par mètre carré, en arrondissant au dixième d'euro.
pour l'année 2019. Il y a une petite erreur applicable en 2017. Non, c'est pour l'année 2019. Donc, pour info, le dispositif publicitaire référencé non numérique inférieur ou égal à 50 mètres carrés, on sera 15,70 € du mètre carré en 2019. Dispositif publicitaire préenseigne non numérique supérieur à 50 mètres carrés, 31,40 € du mètre carré. Dispositif publicitaire préenseigne numérique inférieur ou égal à 50 mètres carrés, 47,10 €. Dispositif publicitaire référentiel numérique d'une superficie supérieure à 50 mètres carrés, 94,20 €. Pour les dispositifs avec publicité non commerciale ou spectacle, ainsi que les enseignes inférieures à 7 mètres carrés, qui concernent tout le cœur de ville, donc il y a une exonération qui est maintenue, ainsi que les enseignes autres que les enseignes signées au sol dont la somme des superficies est inférieure à 7 mètres carrés, et entre 7 et 12 mètres carrés. L'augmentation concerne les enseignes scellées au sol dont la somme des superficies est entre 7 et 12 mètres carrés, à 15,10 € du mètre carré. Et puis les enseignes entre 12 mètres carrés et 20 mètres carrés, 15,10 € du mètre carré. Les enseignes supérieures à 20 mètres, entre 20 et 50 mètres carrés, 20,20 €. Et les enseignes supérieures à 50 mètres carrés, donc les très grandes enseignes, à 30,40 € du mètre carré. Et il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. Y a-t-il des observations? Non. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Rapport suivant, Madame Gaillard, Association fontenaisienne. Merci, Monsieur le maire. Association Fontenay Action, attribution de subventions sur projet. L'arrivée de la première étape du Tour de France 2018 mettra en lumière notre territoire. À ce titre, l'association Fontenay Action souhaite valoriser le dynamisme local par la mise en œuvre d'un plan de communication pour l'ensemble des commerces fontenaisiens. À cet effet, l'association Fontenay Action, par courrier en date du 15 mai 2018, sollicite une subvention sur projet de la ville. Alors, je vous fais un petit récapitulatif de leur projet. Ils veulent proposer aux commerçants de Fontenay-le-Comte un pack Tour de France avec une guirlande avec les mêmes fanions que nous avons dans la ville, une vitrophanie avec le t-shirt représentant un maillot jaune, avec un texte « Les commerçants, artisans et acteurs économiques de Fontenay-le-Comte accueillent le Tour de France » et une seconde vitrophanie représentant un cycliste. Donc pour cela, les Fontenay Action disposent d'une trésorerie. Ils vont dépenser 2 000 € dans le projet. Le budget global est à 4 500 et quelques euros. Et ils vont vendre les packs 40 € aux commerçants non adhérents de Fontenay Action et ce sera gratuit pour les commerçants de Fontenay Action. Donc voilà, il est donc proposé à la ville d'attribuer une subvention sur projet à l'association Fontenay Action d'un montant de 2 500 € et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Naudet. Rapport adopté. Merci. Alors, rapport suivant, numéro 14. Claudine Plaire, Forum de l'emploi saisonnier. Merci, Monsieur le maire. Forum de l'emploi saisonnier, Association des métiers du bois et d'imagerie médicale, ANBIM, attribution de subventions. La ville de Fontenay-le-Comte organise chaque année son forum de l'emploi saisonnier dans le but de favoriser les rencontres et les échanges entre demandeurs d'emploi et entreprises. Depuis 2016, la ville de Fontenay-le-Comte récompense les jeunes via un appel à projet à destination des établissements scolaires afin de les associer à l'événement et les solliciter pour mener des actions innovantes lors du forum. La classe BTS SP3S du lycée Notre-Dame a été retenue pour l'élaboration d'un outil de communication recensant tous les dispositifs et structures pour faciliter la mobilité de tous les publics. Compte tenu de l'investissement du lycée Notre-Dame, le comité de pilotage du Forum de l'emploi saisonnier a suggéré à la ville, à l'occasion de la réunion bilan du 3 mai 2018, l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 150 € à l'association ANBIM du lycée Notre-Dame.
Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention sur projet à l'association des métiers du bois et d'imagerie médicale en BIM d'un montant de 150 €. D'autoriser, Monsieur le maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des remarques, des observations? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Monsieur Augbon, subvention en secteur sauvegardé, attribution. Alors, concernant les subventions, donc 4 demandes de subventions pour des travaux en secteur sauvegardé sont proposées. Donc, ces demandes répondent aux critères établis par le conseil municipal en date du 14 juin 2016, fixant les conditions d'attribution des subventions propriétaires de biens immobiliers situés en secteur sauvegardé. Donc, la première concerne Monsieur Christopher Tremen pour un ravalement de façade, donc pour un montant de 9 515,20 € pour 2 000 €. Une autre pour Madame Marie-Thérèse Cossard, changement de porte d'entrée pour 4 000. Alors là, je ne sais pas, je pense qu'il y a une coquille. Ça va être 4 139 ou 4 000, je ne sais pas, pour 2 000 €. Monsieur Patrick Fédor, changement de menuiserie pour un montant de 14 383,70 €, donc 2 000 €. Et Monsieur Patrick Ourdin, rue de la Lamproie, pour portail et fenêtres, donc un montant de travaux de 6 100 € et une subvention de 2 000 €. Vous pouvez regarder si qu'on corrige l'erreur. 4 139. Bon, pour le montant de la subvention, ça ne change rien. De plus, une erreur matérielle a été constatée sur le prénom du bénéficiaire et le montant des travaux subventionnels d'un montant délibéré au Conseil du 30 janvier. Il convient donc d'abroger partiellement la délibération numéro 2018-01-13 en ce qu'elle concerne la demande de Madame Goffsian et de la reprendre ce jour. Donc, Madame Goffsian. Donc, il s'agissait, donc là, il y avait une erreur sur son prénom, donc ce n'est pas Dominique, mais c'est Françoise. Et puis, le montant qui avait été émis était de 9 567,73 €. Et en fait, il s'agit d'un montant de 5 608,08 €. Bon, pour la subvention sollicitée, c'est pareil, on était sur 2 000 €, ça ne change rien. Voilà. Voilà, Monsieur le maire, vous pouvez passer au conseil. Oui, c'est peut-être une erreur là aussi. Il est marqué critères établis par le conseil municipal en date du 24 juin 2016. On a changé depuis. On a pris une autre délib. Qui a repris toute la délibération et qui a abrogé cette délibération-là. Elle n'existe plus. Ah oui, pas pour ces dossiers, mais pour les suivants. Pardon? Pas pour ce dossier. Mais Pourquoi? pour les Parce que la date des faits... date de dépôt des trucs. Le 1er mai, date d'entrée en vigueur 1er mai. On vérifie, on regarde tout à l'heure. On passe au point suivant, on regarde. Il y a 2 dossiers qui seraient conformes, mais il y en a les 2 autres qui relèvent de la date du 1er mai. On vérifie, on passe à délit. Ok. On va le modifier. C'est bon, on peut passer au vote. Qui est contre, sous réserve de modifier. Et qui s'abstient? D'accord, rapport adopté, merci. Numéro 16, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Madame Légeron. Merci, Monsieur le maire. La loi du 13 mai 1991 a institué la dotation de solidarité urbaine comme concours financier de l'État aux communes dans une logique d'équité sociale et territoriale. En application de son article 8, la ville ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice écoulé présente au conseil municipal un rapport qui retrace les actions de développement social urbain effectuées et les conditions de leur financement. Donc, vous avez vu que le rapport est annexé. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l'année 2017 annexée.
Donc, je vous demande d'en prendre acte. Merci. Pardon ? C'est possible de faire des observations ? Voilà. Donc, à défaut des orientations préconisées par l'État dans le dossier du Conseil, nous avons essayé d'analyser les chiffres à la fois en fonction du contrat ville, qui de toute façon est une référence, et des chiffres de l'an passé. Donc, le contrat ville 2015-2020. 3 objectifs, la cohésion sociale, avec une attention aux familles monoparentales, le soutien au réseau associatif et le développement des équipements sociaux, culturels et urbains. Le cadre de vie, en lien avec les associations, le développement économique et l'emploi, notamment en direction des jeunes. Une bonne nouvelle, la DSU a nettement augmenté en 2007, puisqu'elle est passée de 323 660 à 323 660 au lieu de 280 190 en 2016, soit une augmentation de 41 000 euros, 14%. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque cela correspond à la situation de précarité de notre ville. 70% de nos concitoyens ne payent pas d'impôt sur le revenu. Logiquement, dans cette situation, et avec les moyens supplémentaires, la ville aurait pu augmenter ou au moins maintenir les différentes aides ou actions. Au titre des aides et subventions aux associations, pour l'audace, dont les objectifs correspondent totalement au contrat ville, une diminution de subventions de 4 610 euros, soit 3%. Pour les autres associations du secteur socio-éducatif et de solidarité, 2 635 au lieu de 5 000 euros, soit une baisse de 47%. Pour le CCAS, l'aide de la ville est passée de 190 000 euros à 170 000, donc moins 10,25%. Et il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un bilan des activités du CCAS. Pour l'aide à la mobilité d'urgence, moins 2 000 euros, soit moins 27%. 17 secours et prêts pour l'année, pour une ville de 13 000 habitants, je crois. Comment est-ce possible? Il y en avait 22 l'an passé, c'était déjà très peu, à mon avis. Et même l'aide au sandwich a diminué. En ce qui concerne l'aide à la pratique sportive et culturelle pour les enfants, 5 610 euros contre 7 041 euros, moins 20%. Du côté de l'insertion professionnelle, 18 personnes en contrat aidé en 2016 et 11 en 2017, sans compter la disparition des services d'aide à domicile, étape. Même si ces emplois étaient à temps partiel, ils étaient un tremplin fondamental pour ces personnes. Alors que l'État donne des consignes et s'engage financièrement, la ville ne tient pas ses engagements sur un certain nombre de points, même en ce qui concerne l'aide d'urgence. Ce sont des associations qui doivent prendre le relais et pour mémoire, les subventions secours catholiques et populaires ont été de 150 euros. Les économies de la ville ne doivent pas se faire au détriment des plus précaires. Voilà. Et la DSU peut servir aussi aux complémentaires des intérimaires de la ville. Alors, quelques indications, Mme Chartier. Vous parlez de baisse de sandwich, des aides qui sont apportées, des aides sportives et tout ça. Alors, concernant les baisses par rapport à l'année dernière, c'est tout simplement qu'on a eu moins de demandes. Moins de demandes. Eh bien, au vu de l'attribution qui est faite pour chacun des sandwichs, quand on a moins de demandes, forcément, le chiffre est moins fort. Pour les aides sportives, c'est pareil, Mme Chartier. Je ne sais pas quelle publicité. En tout cas, les aides financières, quand on voit si peu d'aides financières et quand on connaît la précarité, non, ça, pour moi, je ne comprends pas. Écoutez, invitez les personnes que vous rencontrez et qui ont ces besoins, se présenter au CCAS, on étudie leurs demandes, et si elles ont le droit aux aides dont vous parlez, on les leur attribuera, Mme Chartier. D'accord, mais peut-être que c'est les critères, en fait, des aides qui sont très restrictives, alors. Ce sont les minima sociaux. Ce sont les critères que nous utilisons et qui ont toujours été utilisés, Mme Chartier. On n'a rien inventé. Hein. Et surtout rien modifié. Quant aux dotations, donc la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, c'est une dotation libre d'emploi. Donc, on a appliqué simplement les critères de distribution qui étaient faits auparavant. Donc, il n'y a pas de critères particuliers, il n'y a pas d'emploi particulier qui est demandé. Hein, au vu de l'État, quand il nous attribue cette DSU, il ne demande pas
de critères particuliers pour les distribuer, mais il y a bien sûr des critères qui entrent en jeu, comme la population, le potentiel financier, les logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d'APL, par exemple, le nombre d'habitants dans la zone franche urbaine, le nombre d'habitants en quartier prioritaire de la ville. Ça rentre dans les critères d'attribution. Mais il me semble que j'ai vu sur une directive qu'il y avait bien des critères après des directives aussi pour les attributions. Écoutez, si vous l'avez, je le recevrai avec plaisir, Mme Chartier. Si vous avez quelque chose à me donner, j'en ferai bon usage. Oui. Le document de la préfecture, moi, Ben oui. je l'ai lu. Alors, ce rapport, qu'on peut aussi appeler bilan sur l'année 2017, c'est un rapport. Une fois qu'il est passé au conseil municipal et qu'on en a pris acte, eh bien, on l'envoie à la préfecture. Madame Chartier, je puis vous assurer qu'ici, tous les gens prennent en considération toutes les demandes de gens démunis. On fait le maximum pour aider ces personnes. On peut toujours faire plus, mais on fait le maximum. Voilà, donc ça, on ne peut pas nous le reprocher. Je crois, Madame Chartier, que vous avez un prisme un peu particulier. Moi, ce que je veux noter quand même, et cette municipalité n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. Je rappelle le local des femmes battues qui vient d'être fait. Je rappelle également le travail qu'on est en train de faire avec la maison des associations qui va être fait, qui sera fait avant la fin du mandat. Parce que les associations, ce qui est important, c'est aussi de leur donner des locaux dignes. Ce qui est loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Donc, vous voyez, vous avez un prisme un peu particulier. On parle du bilan de 2017, monsieur. Je veux finir, si vous voulez bien. Je veux aussi rappeler le travail que la municipalité fait depuis le début du mandat sur l'ANRU, qui est un travail colossal. Et je remercie d'ailleurs les services de tout le travail qui est fait à ce titre-là. On y était encore cet après-midi. Je veux rappeler le travail qui est fait sur le logement social et le travail qui est fait dans tous les îlots. Et le travail qu'on a fait, puisque la presse s'en est fait l'écho régulièrement sur le travail qui est fait sur les îlots, place de l'ancien hôpital et ailleurs, sur tous ces logements sociaux qu'on est en train de réhabiliter, parce qu'effectivement, c'est important de loger les gens dans des locaux décents, et c'est loin d'être le cas. Donc, vous voyez, vous avez un prisme un peu particulier, on n'a pas tout à fait le même regard que vous, mais c'est le vôtre, je le respecte, mais nous n'avons pas le même, effectivement. Je vais terminer, si vous voulez bien. Je souhaitais mentionner en plus que le logement d'urgence qui a été mis en place sur Fontenay-le-Comte, c'est une première en France en milieu rural. Je vous remercie. Madame Villemot. Simplement pour dire que je ne pense pas que ce soit une question de prisme ou de position. Je participe au CCAS, donc je sais tout ce qu'on fait. Je suis bien d'accord avec Madame Légeron, mais je suis aussi d'accord avec Madame Chartier. Je pense que c'est un problème de communication. On ne communique pas assez sur ce que peuvent demander les personnes, les ressources, enfin tout ce qu'on peut mettre en place au CCAS. Voilà. Oh, mais effectivement... Il y a une campagne de communication qui est faite auprès des écoles, auprès des associations sportives, auprès de tous ces établissements qui sont susceptibles de rencontrer, enfin, de voir ce public afin qu'il soit complètement informé de ce qui peut se faire et surtout de l'endroit où ils peuvent demander. Et c'est aussi notre rôle d'élu d'informer. Bien évidemment, tout à fait. Mais vous savez, raison, oui, je croise des personnes comme vous, certainement dans la rue, qui me posent des questions de ce type. Eh bien évidemment, je prends un grand plaisir à les informer et à les diriger surtout. Donc, je vous demande de prendre acte de ce rapport. Merci. Rapport suivant. Oui. Ah oui, non, mais j'allais demander le rapport numéro 17, statut de l'élu. Je demande effectivement à M. Dombal, qui est concerné, de quitter la salle du Conseil. Au revoir. Alors, j'expose ce rapport à l'occasion de la séance du Conseil municipal du 24 avril 2018. M. Hugues Fourage, conseiller municipal, a tenu des propos relatifs à M. Adrien Dombal, conseiller municipal, pour lesquels ce dernier a souhaité initier une procédure de citation à comparaître et réquisitoire introductif. Par courrier du 24 avril 2018, M. Adrien Dombal a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle
et la prise en charge de ces frais, notamment d'avocats et d'huissiers. Les propos tenus qui porteraient sur l'imputation de faits criminels ou délictuels étant systématiquement condamnés par la jurisprudence comme étant diffamatoires, ayant été prononcés en séance du conseil municipal à l'encontre d'un conseiller municipal régulièrement convoqué à la réunion dans le cadre de sa fonction de conseiller municipal, les conditions fixées à l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales de mise en œuvre de la protection fonctionnelle sont remplies. Il appartient exclusivement au conseil municipal de décider de l'octroi de la protection fonctionnelle. La ville n'est pas tenue d'attendre l'issue des poursuites juridictionnelles engagées pour répondre à la demande. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle de la ville de Fontenay-le-Comte à M. Adrien Dombal, conseiller municipal, à l'occasion de sa plainte en diffamation, comme suite à la séance du conseil municipal du 24 avril 2018, d'accepter la prise en charge sur le budget de la ville des frais et honoraires, notamment de l'avocat assurant la défense de ses intérêts et de l'huissier, sous la limite que le montant des honoraires facturés ou déjà réglés ne soit manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier et sous la limite du montant de la prise en charge par l'assurance de la ville, de solliciter l'intervention de l'assurance de la ville sur ce dossier pour la prise en charge des frais et de m'autoriser à signer les actes à intervenir. Y a-t-il des... Oui, monsieur Jean. Cette délibération, comme la suivante, sont le prolongement au tribunal d'un conflit entre deux élus. Elles sont dans leur rédaction quasiment identique, avec une version. Donc, nous souhaiterions que la délibération suivante soit mise et lue en même temps et que l'on vote pour l'ensemble des deux délibérations, puisqu'il s'agit d'un même conflit. Oui, il se retire, comme l'a fait, ça paraît normal, Adrien Dombal. Attends. Je propose qu'on vote chaque délibération, hein, mais par contre, je ne ferai pas la lecture de la seconde. Mais bon, quel est l'intérêt de ne pas voter? Je ne sais pas si on peut le faire. On peut le faire. On a déjà fait des votes pour les deux délibérations. C'est les deux mêmes. Nous sommes favorables à cette demande des deux. Il y en a un qui est... Oui, parce que... Oui, non, mais on doit se prononcer. Il y a quand même deux sujets différents. Bon. De l'égalité. Notre intention, enfin mon intention, moi, c'est justement d'accorder aux deux parties la protection fonctionnelle. On est bien d'accord. Bon. Effectivement, partant de ce principe, on pourrait voter les deux, mais je laisse quand même la liberté aux conseillers de se prononcer. Donc je pense qu'on va voter la première délibération de M. Adrien Dombal, où il est cité, et ensuite on passera à celle de M. Fourage. Voilà. Oui, dont les termes sont identiques. Madame ? Oui, donc je voudrais faire une intervention. Est-il vraiment raisonnable d'imaginer qu'à chaque fois qu'un élu du Conseil se sent diffamé par un autre élu du Conseil, il revienne à la collectivité d'assumer financièrement le coût des procédures judiciaires de chacun des deux parties, à partir d'un sujet, dans ce cas précis, où la position de la victime est litigieuse? S'agissant d'un contentieux entre deux élus, la protection fonctionnelle accordée aux deux parties entraîne également la condamnation inexorable de la commune, et ce, quelle que soit l'issue de l'éventuel procès, à endosser le coût de la peine encourue, qui, nous le rappelons en passant, pour une affaire de diffamation publique contre un élu local en raison de ses fonctions, peut être punissable d'une amende de 45 000 €. Il serait scandaleux que cette lamentable affaire coûtât le moindre centime aux contribuables fontenaisiens. La protection fonctionnelle n'a pas pour finalité de faire prendre en charge par le budget de la collectivité les frais de la continuation dans les prétoires des débats politiques.
Par ailleurs, s'il en était ainsi, cette affaire navrante constituerait un précédent fâcheux qui augurerait mal de la sérénité des débats futurs au sein de notre Assemblée. Le respect doit être la base de nos échanges contradictoires. Nous en appelons à la raison. Chacun a-t-il conscience de l'image désastreuse du conseil municipal que nous donnons aux Fontenaisiens par de telles attitudes? Chacun est-il conscient du discrédit durable jeté sur le débat politique local? Peut-être est-il encore temps d'arrêter les dégâts. Nous ne nous opposons pas, bien évidemment, au principe de protection fonctionnelle des élus, mais pour toutes les raisons précédemment évoquées, relatives à ces cas particuliers, nous nous abstiendrons. Pour information, on se limite uniquement aux frais d'avocat. Et c'est notre assurance qui couvre justement ces frais. Il semblerait que ça ne s'arrête pas là. Mais je ne suis pas expert en assurance. Si la procédure allait plus loin, quoi. Mais sinon, chacune... Bon. Alors, nous allons passer au vote de la délibération concernant la protection fonctionnelle assurée à M. Adrien Dombasle. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Rapport adopté. Et concernant celle de M. Fourage, le texte est identique. Donc là, il s'agit d'accorder la protection fonctionnelle à M. Fourage. Donc, qui est... Il n'y a pas d'observation? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Protection assurée également à M. Fourage. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à venir signer les procès-verbaux. Et on va considérer que ce conseil municipal est clos.